Elle est peut-être l'héroïne de jeux vidéo la plus célèbre. Elle est aventureuse, téméraire, courageuse, sexy. Vous l'avez compris, je parle de Lara Croft, l'héroïne des jeux Tomb Raider. Si les opus les plus récents nous proposent une version moderne de Lara et de ses aventures, les premiers opus nous emmenaient à la découverte de cités perdues, de temples maudits et autres lieux fantastiques à la recherche de trésors. Et qui dit trésor dit pierre précieuse. Et qui dit pierre précieuse dit exploration gémologique. Donc mes chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au cultissime jeu Tomb Raider. Une toute petite précision avant de commencer, je ne m'intéresserai aujourd'hui qu'aux jeux de la série principale des Tomb Raider. Je ne prendrai donc pas en compte les différents spin-offs tels que les films, séries ou jeux mobiles. Sur ce, commençons. Comme je le disais en introduction, la série de jeux Tomb Raider nous propose de suivre les aventures de Lara Croft, aventurière et archéologue, cherchant à mettre à jour des temples maudits à la recherche de trésors et d'artefacts antiques. Et qui dit trésor dit pierre précieuse, sauf que les jeux Tomb Raider ne sont pas toujours très précis quant à la nature de ces pierres précieuses. Et donc aujourd'hui nous allons essayer de deviner la nature de ces pierres en se basant principalement sur leur design et leur histoire. Comme d'habitude, je ne prendrai que très peu en compte la dimension magique de certains de ces artefacts, puisque cela relève de la fiction pure. Les aventures de Lara Croft commencent en 1996 dans le premier jeu de la série Tomb Raider. Dans cet opus, Lara Croft voyage aux quatre coins du monde, depuis les montagnes péruviennes jusqu'à la cité de l'Atlantide, en passant par la Grèce et l'Égypte. Et c'est justement en Égypte que Lara va découvrir plusieurs pierres précieuses. Le premier artefact qui va nous intéresser aujourd'hui est le scarabée, une petite sculpture de couleur bleu-gris avec des taches brun doré qui sert de clé pour ouvrir un temple. Il faut savoir que dans l'Égypte antique, le scarabée était associé au dieu du soleil Khépri, et donc les amulettes de scarabée étaient très populaires. Elles pouvaient être faites de diverses matières, notamment l'or, la stéatite ou encore l'amazonite, mais celle que possède Lara me paraît dans une autre matière, le lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une roche principalement composée de lazurite bleue, traversée de veines de calcite blanche et de paillettes de pyrite dorée. Le lapis-lazuli avait une grande importance culturelle en Égypte antique, puisqu'il était associé aux dieux. Bien que le lapis-lazuli n'est pas natif d'Égypte, à l'époque, il était importé d'Afghanistan. La deuxième pierre précieuse présente dans le jeu est la clé de saphir. Une clé donc qui sert à ouvrir l'obélisque de Khamoun, Khamoun étant une cité égyptienne fictive du jeu. La clé semble être en métal, probablement du cuivre très présent en Égypte, et sur la clé se trouve une pierre noire qui est donc un saphir noir, puisque la clé s'appelle littéralement la clé de saphir. Donc pas de doute sur la nature de la pierre. L'Égypte ne possède pas de gisement de saphir, pour autant dès l'Antiquité, les Égyptiens connaissaient le saphir, qu'ils importaient probablement d'Afrique ou d'Asie. En Égypte antique, les saphirs étaient utilisés entre autres pour créer l'œil d'Horus, une amulette qui devait aider son porteur à ouvrir son troisième œil. Or, dans le jeu Tomb Raider, la clé de saphir permet d'ouvrir l'obélisque de Khamoun, dans lequel Lara trouve justement l'œil d'Horus. Donc jusque-là, on peut dire que les jeux Tomb Raider font un très bon travail de représentation des gemmes. Nous passons maintenant au deuxième opus de la série, sorti en 1997. Dans ce jeu, Lara découvre la Chine, l'Italie et le Tibet. Et dans la majorité des niveaux du jeu, il y a 3 objets collectables que sont le dragon de pierre, le dragon d'or et le dragon de jade. Concernant le dragon de pierre, je n'ai pas grand-chose à se dire, si ce n'est que le terme pierre n'est pas très précis. Le dragon d'or, quant à lui, doit bien valoir une petite fortune, s'il est fait entièrement en or. Enfin, concernant le dragon de jade, il faut savoir que le terme jade regroupe en réalité 2 minéraux, que sont la jadéite et la néphrite. Il s'agit de 2 pierres précieuses très similaires visuellement et qui appartiennent toutes deux au groupe des silicates. Que ce soit la jadéite ou la néphrite, le jade est extrêmement populaire en Asie, principalement en Chine. Il n'est donc pas étonnant que Lara Croft découvre des statuettes en jade en Chine ou au Tibet. Mais en ce qui concerne l'Italie, c'est un peu plus surprenant, car le jade n'y est pas particulièrement populaire.
et les développeurs du jeu ne pouvaient pas savoir que les Alpes italiennes contenaient des gisements de jade, puisque ces gisements n'ont été découverts qu'en 2003, soit 6 ans après la sortie du jeu. Une incohérence qui a donc été corrigée par les progrès de la géologie. Toujours dans le deuxième opus de la série, Lara visite un monastère au Tibet lorsqu'elle trouve 2 objets identiques que le jeu appelle pierres précieuses. Mais le terme pierre précieuse n'est pas très précis, et vous me connaissez, je veux savoir de quelle pierre précieuse il peut s'agir. Ces 2 pierres ont une forme octaédrique, mais la pépite d'or trouvable dans le même jeu, elle aussi, a cette forme octaédrique. Donc je ne pense pas pouvoir me baser sur la modélisation de ces pierres pour essayer de deviner leur nature. Il ne me reste donc que leur couleur bleu-gris. Et ça tombe pas trop mal, parce que entre la Chine, le Pakistan et l'Inde se trouve une région que l'on appelle le Cachemire, qui produit parmi les plus beaux saphirs trouvables sur le marché. Il est donc fort probable que ces pierres précieuses que Lara trouve au Tibet soient en réalité des saphirs du Cachemire. Nous passons maintenant au 3e opus de la saga, Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, sorti en 1998. Pendant qu'elle visite un temple au Cambodge, Lara Croft découvre un artefact appelé l'Iris, permettant de se téléporter. L'Iris est composé au centre d'une pierre rouge, entourée de ce qui ressemble à une protection en métal. Le Cambodge est le berceau de nombreuses pierres précieuses. Saphir, zircon, péridot, aigues marines, quartz, il y en a pour tous les goûts. Mais concernant l'Iris, je pense que la pierre rouge au centre de l'artefact est probablement un rubis. Les rubis du Cambodge ne sont pas aussi populaires que ceux du Myanmar, mais ils restent très appréciés pour leur belle couleur et leur grande qualité. Alors certes, la couleur est un peu flashy et la forme n'est pas exacte. Mais je rappelle qu'on parle d'un jeu sorti en 1998. Il faut donc prendre en compte les limitations techniques de l'époque. Toujours dans le 3e opus de la série, parlons des pierres de serpent. Il s'agit de 3 artefacts identiques, de forme losange et de couleur rouge fluo, que Lara découvre dans un village de Mélanésie dans le Pacifique. Pour le coup, j'ai eu un peu plus de mal à identifier la nature de ces pierres, car il y a assez peu de pierres connues dans le Pacifique. La gemme la plus connue de la région est la perle, sauf que les pierres de serpent ne peuvent pas être des perles, puisque c'est des pierres. Une autre gemme assez connue est le jade, dont nous avons déjà parlé, mais le jade ne peut pas être rouge. Donc la seule option qui me restait, c'était le jaspe rouge. Le jaspe rouge est un minéral très commun de la famille des quartz, que l'on trouve un peu partout dans le monde, dont le Pacifique, et qui peut avoir de très nombreuses couleurs, dont le rouge. Nous passons maintenant au 4e opus de la saga, Tomb Raider, la révélation finale, sorti en 1999. Dans cet opus, Lara Croft retourne en Égypte et elle découvre l'amulette d'Horus dans le tombeau du dieu Seth, dieu égyptien de la violence, du désert et de l'orage. L'amulette d'Horus est une amulette sur laquelle se trouve une pierre rouge, et je pense que cette pierre est probablement une cornaline. La cornaline est une pierre rouge orangée de la famille des quartz qui, en Égypte antique, était associée au dieu Seth. Or, Lara Croft trouve l'amulette d'Horus dans le tombeau du dieu Seth et elle l'utilise pour bannir le dieu Seth de notre monde, donc il est fort probable que la pierre sur cette amulette soit une cornaline. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, Lara Croft découvre un artefact appelé le joyau du cavalier qui ressemble à une pierre bleue de forme losange. Concernant la nature de cette pierre, il y a 2 possibilités. La première, c'est l'amazonite, une pierre bleue qui, en Égypte antique, symbolisait la vérité et l'harmonie. Et la deuxième option, c'est la turquoise, une autre pierre bleue qui, en Égypte antique, symbolisait la renaissance. Pour l'anecdote, les turquoises sont des pierres qui contiennent de l'eau. Et si l'eau s'évapore, que l'eau quitte la pierre, alors la turquoise perd sa couleur bleue pour devenir verte. Et on dit que la turquoise est morte. Et c'est ce qui est arrivé à une pierre de ma collection qui a pris le soleil et qui est devenue verte, à part le dessous de la pierre qui est resté bleu. Mais pour en revenir à notre joyau du cavalier, je n'ai pas d'autres éléments, donc il pourrait s'agir soit d'une amazonite, soit d'une turquoise. Toujours dans le même opus, Lara Croft doit trouver 4 pierres inspirées de dieux égyptiens pour avancer dans son aventure. Il s'agit en vert de la pierre d'Atum, le tout premier dieu égyptien, en violet de la pierre de Khépri,
dieu du soleil en devenir. En rouge, la pierre de Maat, déesse de l'harmonie cosmique. Et en bleu, la pierre de Ra, dieu du soleil. Ces 4 pierres ont exactement le même design, donc je ne pense pas que je puisse me baser sur leur forme pour deviner leur nature. Il ne me reste donc que leur couleur. Commençons par la pierre de Ra, en bleu, je pense qu'il peut s'agir d'un saphir, qui, comme nous l'avons évoqué plus tôt, a une grande importance dans la mythologie égyptienne. La pierre de Maat, en rouge, pourrait être une cornaline, tout comme la pierre qui était sur l'amulette d'Horus. La pierre d'Atum en vert pourrait être une turquoise qui aurait perdu son eau et qui serait devenue verte. Et enfin, la pierre de Képri en violet pourrait être une améthyste, un quartz violet qui, en Égypte antique, symbolisait la sagesse. Il y a probablement d'autres théories possibles concernant ces pierres, mais si je reste sur les pierres les plus populaires de l'Égypte antique, ce sont les meilleures théories que j'ai. Nous passons au 5e opus de la saga, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, sorti en 2000. Dans cet opus, alors qu'elle est de passage à Rome, Lara découvre une pierre appelée la pierre de Mercure. Donc pour le coup, pas de doute sur sa nature, il s'agit de Mercure. Sauf que, il y a plusieurs incohérences. La première, c'est que le mercure est un métal qui se trouve à l'état liquide à température ambiante. Pour qu'il atteigne un état solide, il faut que la température descende en dessous de moins 39 degrés Celsius. Deuxième incohérence, dans le jeu, la pierre de mercure est jaune, alors que le mercure a toujours une couleur grise. Et donc, cela paraît incohérent. Et ça l'est, car en fait, la pierre de mercure n'est pas en mercure. Je m'explique. Dans le jeu, Lara Croft trouve la pierre de mercure alors qu'elle est en train de résoudre une énigme sur le thème des dieux de la mythologie romaine. Et donc le mot Mercure ne fait pas référence au métal, mais à Mercure, le messager des dieux. Donc, la pierre de Mercure n'est pas en Mercure, mais elle appartient au dieu Mercure. Enfin, elle lui appartient pas, mais ça fait référence au dieu Mercure. Toujours dans le même jeu et toujours à Rome, Lara Croft découvre un artefact appelé la gemme, qui semble être composée d'une pierre rouge entourée d'un cercle en or jaune. La Rome antique était une culture très riche, qui utilisait de très nombreuses pierres précieuses. Il est donc difficile de deviner la nature de cette gemme. Personnellement, cette couleur me fait beaucoup penser au grenat allemandin, une pierre de la famille des grenats qui était très souvent taillée en cabochon, c'est-à-dire une taille en dôme sans la moindre facette. Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un rubis ou d'une autre pierre de couleur rouge, car les Romains utilisaient vraiment tout type de pierre. Au bout de son aventure à Rome, Lara découvre la pierre philosophale, une pierre fictive ayant la capacité de transformer n'importe quel métal en or pur et de rendre immortel son possesseur. La pierre philosophale est la plus ancienne des pierres fictives, puisque son origine remonte à l'Antiquité. Le mot philosophal vient du mot philosophe, mais au sens ancien du terme, c'est-à-dire alchimiste. Le mot philosophal vient du terme philosophe, mais au sens ancien du terme, c'est-à-dire alchimiste, puisque, d'après la croyance, la création d'une pierre philosophale est l'objectif ultime de tout bon alchimiste. Bien que cette pierre ne reste qu'un fantasme, il est intéressant de noter que la pierre philosophale est la première conceptualisation de gemme artificielle, c'est-à-dire une gemme créée par l'homme et qui n'existe pas à l'état naturel. Nous arrivons en 2003 avec la sortie du jeu Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, qui plonge Lara Croft à la découverte des secrets de Paris. Pendant sa découverte de la ville lumière, Lara découvre à plusieurs reprises des bagues en diamant, qui sont des petits solitaires dans un métal doré, donc probablement de l'or, sertis d'une pierre, un diamant. La taille des diamants paraît être relativement sommaire, mais c'est probablement dû aux limitations techniques de l'époque, donc je ne vais pas m'attarder dessus. En revanche, le détail sur lequel je vais m'attarder, c'est le fait que la seule utilité de ces bagues en diamant, c'est que Lara Croft peut les vendre pour le prix de 195 €, ce qui est un prix extrêmement bas pour un solitaire en diamant. Même en prenant en compte l'inflation, on arrive à un prix de 283 €, qui est un prix excessivement bas, mais pas totalement incohérent à quelques petites conditions.
La première condition, c'est que le titrage de l'or, c'est-à-dire le pourcentage d'or dans l'alliage de métal qui fait la bague, soit très bas, donc probablement de l'or 9 carats puisque c'est le titrage le plus bas en Europe. La deuxième condition, c'est que le diamant soit petit et de mauvaise qualité. Et la dernière condition, c'est que ce prix de 283 €, ce soit un prix de vente d'occasion et absolument pas un prix d'achat de neuf. Donc si on réunit toutes ces conditions, le prix n'est pas totalement incohérent, mais il faut se l'avouer, il est quand même très faible. Dans le même opus, Lara Croft doit traverser un temple dédié aux 4 éléments. Et pour avancer dans ce temple, elle doit trouver 4 cristaux, que sont le cristal d'air, le cristal d'eau, le cristal de feu et le cristal de terre. Je vais pas mentir, je ne pense pas que ces cristaux soient inspirés de vraies pierres précieuses. Parce que il y a un phénomène fréquent dans les jeux vidéo, c'est d'utiliser le mot pierre précieuse ou gemme pour donner une impression de préciosité immédiate, sans que l'item en question ne soit réellement inspiré d'une pierre précieuse. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien malgré tout essayer de deviner de quelle pierre précieuse il pourrait s'agir. Pour le cristal de feu, j'ai immédiatement pensé au grenat pyrope, une variété de grenat rouge dont le nom vient du grec pyropos, signifiant semblable au feu. Pour le cristal d'eau, j'ai pensé à l'aigle marine, une variété de béryl bleu dont le nom signifie eau de mer. Sauf que le cristal d'eau est bleu foncé, alors que l'aigle marine, elle, est plutôt bleu clair. Donc c'est pas tout à fait cohérent. Enfin, pour le cristal d'air et le cristal de terre, j'ai pas vraiment de théorie intéressante. Je pourrais vous citer toutes les pierres bleu clair pour le cristal d'air et toutes les pierres orange et brun pour le cristal de terre, mais ça ne mène pas vraiment quelque part, donc je préfère m'abstenir. Mais si vous avez des théories concernant la nature de ces cristaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous passons à l'avant-dernier jeu de la saga, Rise of the Tomb Raider, sorti en 2016. Dans cet opus, il y a 2 artefacts qui nous intéressent, le premier étant l'Atlas, une carte de forme dodécaèdre sur laquelle, si on fait attention, on voit une pierre rouge sertie. Cette carte permet de se rendre à la cité légendaire de Kitezh, en Russie. Il y a donc fort à parier que notre pierre rouge soit d'origine russe. Ce qui tombe plutôt bien, car la Russie est un pays qui regorge de gisements de pierres précieuses. On y retrouve entre autres des diamants, des émeraudes, du jade ou des grenats verts. Mais aucune de ces pierres n'est rouge. En fait, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule pierre rouge qui soit populaire en Russie. J'ai nommé l'alexandrite, nommée en l'honneur du tsar Alexandre II. Sauf que l'alexandrite n'est pas tout à fait rouge. En fait, l'alexandrite est l'une des rares gemmes à posséder l'effet change color, c'est-à-dire que sa couleur change en fonction de la nature de l'éclairage. Sous un éclairage naturel, l'alexandrite est verte, et sous un éclairage artificiel, elle est rouge. Donc, la pierre rouge sur l'Atlas ne peut être une alexandrite que si sa couleur passe au vert sous un éclairage naturel, ce qui ne semble pas être indiqué dans le jeu. Mais malgré tout, je ne connais pas d'autres pierres rouges populaires en Russie, donc l'alexandrite reste ma meilleure théorie. Le deuxième artefact de Rise of the Tomb Raider, c'est la source divine. Un artefact qui se présente sous la forme d'une gemme de couleur bleue, ayant la capacité de soigner les blessures et de rendre immortel. Et quand on peut parler d'un artefact sous forme de pierre pouvant soigner les blessures et rendre immortel, je pense immédiatement à la pierre philosophale. Sauf que Lara Croft avait déjà trouvé la pierre philosophale dans un opus précédent. C'est vrai. Sauf que rappelez-vous, la pierre philosophale est une pierre de création humaine. Donc, techniquement, rien n'empêche plusieurs pierres philosophales de coexister. D'autant plus que la source divine est d'origine inconnue. Donc, elle pourrait parfaitement être une création humaine. Concernant sa couleur bleue, la pierre philosophale est définie par ses pouvoirs, non pas par sa couleur. Donc, ce n'est pas incohérent. La source divine me semble donc être une réinterprétation de la pierre philosophale. Reste à savoir si elle peut transformer les métaux en or. Nous arrivons au dernier artefact de cette vidéo, la statuette Inti
que Lara Croft découvre dans une cité péruvienne dans le dernier opus de la saga Shadow of the Tomb Raider sorti en 2018. Cette petite statuette prend la forme d'un personnage et semble être faite d'un métal doré recouvert d'une pierre bleu-verte dont la nature me semble tout indiquer, il s'agit probablement de turquoise. Et oui, la même turquoise qui était vénérée dans l'Égypte antique était également vénérée dans la société Inca puisqu'elle représentait les dieux et le ciel. Les Incas utilisaient donc la turquoise dans de nombreux objets, notamment des bijoux ou des objets religieux, ce qui pourrait être le cas de cette statuette. Mes chers amis, nous avons fini de passer en revue toutes les pierres précieuses de la saga Tomb Raider. J'espère que j'en aurai pas oublié. Je pense que la vidéo doit déjà être assez longue parce qu'il y en avait beaucoup et c'est pour ça que j'ai essayé d'être assez rapide sur chacune des pierres. Mais si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est donc temps de noter la saga Tomb Raider en termes de réalisme d'un point de vue gémologique. Et la note que je mets à cette saga est 7 sur 10. Une plutôt bonne note parce que, il faut le reconnaître, la saga Tomb Raider fait un plutôt bon travail de représentation des pierres précieuses, ce qui est une très bonne chose pour une saga qui veut nous faire découvrir les merveilles du monde. Mais malgré tout, il faut le reconnaître, j'ai relevé plusieurs incohérences et il y a certaines pierres que je n'ai pas pu identifier, donc je ne peux pas mettre une note parfaite. Mes chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette exploration gémologique. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça m'apporte énormément de soutien. Dites-moi en commentaire quelle pierre précieuse fictive ou quel bijou fictif vous voudriez voir dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans de prochaines explorations gémologiques.